m'appelle Monsieur Sédar Goudiaby, professeur de français au lycée à Oussané. Est-ce que vous pouvez faire un petit résumé sur ce que vous venez de faire? Très bien. On m'a invité, quand j'ai dit on, c'est Monsieur Mané, Cher, Sonko et Moussa Diallo, président du Cercle des étudiants de Médina Saint-Louis, à parler de la dissertation aujourd'hui pour les élèves du lycée, du secondaire. Je pense que demain, c'est Madame Diaflé qui viendra parler de tout ce qui concerne la classe de 3e ici à la radio. Et dans ce que j'ai dit, j'ai insisté sur l'introduction de la dissertation, j'ai insisté sur le développement, j'ai insisté sur la conclusion. Et dans l'introduction, j'ai mentionné les sous-parties que nous avons dans cette grande partie qui est l'introduction. Parmi les sous-parties, j'ai fait appel à la première, qui se trouve être amener le sujet. J'ai précisé qu'amener le sujet, c'est trouver un prétexte pour parler du sujet. J'ai parlé de poser le sujet. Ici, il s'agit soit de reformuler ce qui est conseillé d'ailleurs, le sujet, soit de recopier le sujet et ensuite de l'expliquer, ce qui n'est pas conseillé. Ensuite, j'ai évoqué la problématique et l'importance de ne pas confondre problématique et problème, c'est la même chose, les terminologies sont les mêmes, et que la problématique est une question centrale en rapport avec le sujet que l'on dégage dans l'introduction afin de pouvoir la répondre dans la conclusion. Après la problématique, j'ai insisté sur le plan et j'ai rappelé qu'aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes, avec la consigne améliorée, la consigne UEMOA, le plan est proposé à l'élève. L'élève a devant lui tout ce dont il a besoin pour pouvoir développer. Et que dans le plan, il est conseillé aussi de reformuler les parties proposées. Donc si on propose à l'élève de parler de la poésie lyrique, donc de façon très précise comme cela, la poésie lyrique, l'élève peut, dans cette première partie-là, dire nous parlerons de la poésie comme une expression des états d'âme, donc il reformule. Voilà. Si on demande à l'élève de parler dans la deuxième partie de la poésie engagée, il peut dire nous tenterons de parler de la poésie comme un moyen de lutte. Donc il reformule, c'est ce qui est conseillé. Mais le tout dans un paragraphe, l'introduction, qui n'arrive pas le retour à la ligne, mais qui respecte l'alinéa. Donc dans l'introduction, on ne laisse pas d'espace, mais on doit respecter l'alinéa. Après l'introduction maintenant, on doit s'attaquer au développement. Et dans le développement, on développe les parties proposées dans l'introduction, dans le plan. On développe ces parties-là. Et chaque partie doit avoir 2 paragraphes. Après le développement de chaque partie, on doit proposer une conclusion partielle, suivie d'une phrase de transition. Et quand j'aurai fini de développer les parties du développement, voilà, je dois m'attaquer à la conclusion générale. Dans la conclusion générale, sachant que j'ai déjà fait des conclusions partielles suivies de phrases de transition dans le développement, dans la conclusion, j'ai une première partie qui est la synthèse, ce qu'on appelle le bilan. Dans cette partie, je fais le bilan, donc je fais appel aux conclusions partielles. Le terme que j'utilise souvent, c'est que le bilan est la réunion des conclusions partielles. C'est la somme des conclusions partielles proposées dans le développement. Après le bilan, je donne la réponse personnelle en rapport avec la problématique proposée dans l'introduction. Donc j'ai posé une question dans l'introduction, je donne ma réponse personnelle en rapport avec cette problématique-là. Ma réponse ici ne doit pas être dogmatique, c'est qu'elle ne doit pas être fichée. Si on me dit, ou si je pose cette question-là, la poésie est-elle toujours engagée ou la poésie a-t-elle pour seule fonction l'engagement? Dans la conclusion, la réponse personnelle, je ne dois pas être dogmatique. Je ne peux pas dire, oui, nous pensons que la poésie est toujours engagée. Cette réponse-là, ce n'est pas une réponse intellectuelle, c'est une réponse figée, dogmatique, limitée. Donc, je dois, moi, répondre de telle sorte qu'on puisse voir tout ce que j'ai abordé dans le développement. Donc, ma réponse doit être englobante et non une réponse restrictive. Alors, quand j'aurai fini de donner la réponse personnelle, je propose une ouverture des perspectives.
Maintenant, moi j'impose à mes élèves d'ouvrir la perspective. Pourquoi? Parce que c'est important. On nous a toujours appris que la dissertation n'est jamais fermée. C'est à ce niveau-là que l'on sent l'ouverture de la pensée. Et cette ouverture-là n'est que le prolongement de la thématique générale. Si c'est la poésie, si c'est la littérature, si c'est le livre, et la perspective ne sera que le prolongement de cette thématique qu'on a proposée et qui convoquera une autre fonction de cette thématique proposée. Donc si on me dit par exemple le livre est un moyen de divertissement, donc je montre dans la première partie que le livre divertit, dans la deuxième partie que le livre éduque, si c'est le plan qui est proposé, je dois moi pouvoir proposer la perspective en convoquant l'invasion. Le livre nous permet de nous évader, de fuir le temps présent vers un ailleurs indécis, un ailleurs qui est merveilleux. Donc voilà ce qu'on appelle la perspective. Mais elle est proposée sous forme de questions. Maintenant, la conclusion aussi est sous forme de paragraphes qui refusent le retour à la vie, qui refusent le saut d'espace, mais également qui refusent l'utilisation du jeu dans la conclusion. Donc voilà de façon récapitulée ce que j'ai dit lors de l'émission. Alors, cette ouverture est-elle obligatoire? Oui, l'ouverture de la perspective, de façon générale, on nous dit qu'elle n'est pas obligatoire. Mais j'ai dit aux élèves qu'elle est obligatoire, sachant qu'une dissertation n'est jamais fermée. Tant qu'une dissertation n'est jamais fermée, l'ouverture devient obligatoire. Maintenant, les élèves ou les candidats ont du mal à ouvrir la perspective parce qu'on ne leur a pas montré comment on ouvre la perspective. Mais si un élève ouvre bien la perspective, c'est merveilleux. La dissertation devient merveilleuse, elle est très belle à lire. Pourquoi? Parce que la dissertation prolonge le débat. Un intellectuel, je le dis, ne ferme jamais un débat. Un débat reste toujours ouvert, parce que la vie continue. Même si on meurt, la vie continue. La dissertation également, elle est comme ça. C'est une pensée n'est jamais figée, elle doit rester ouverte. Maintenant, que l'ouverture de la perspective reste obligatoire pour moi, pour certains, elle n'est pas obligatoire. Donc pour eux, l'élève doit pouvoir s'arrêter à la réponse personnelle seulement. Mais je dis que ce n'est pas conseillé du tout. L'élève doit pouvoir ouvrir la perspective. C'est ce qui est conseillé aux candidats. Voilà, de beaucoup lire. De beaucoup lire. C'est ce que je dis. Il faut lire, il faut tisser un lien d'amitié énorme avec le livre. Le livre ne nous trahit jamais. Le livre n'a jamais trahi. On n'a qu'à lire, on n'a qu'à côtoyer la langue. Tant qu'on ne joue pas avec la langue, on ne pourra pas écrire la langue, on ne pourra pas parler la langue. Donc aux élèves qui sont aujourd'hui confinés, qu'ils lisent, qu'ils apprennent les leçons. Parce que quand la reprise arrivera, parce que de toute façon il y aura une reprise, le train ira très vite. Certains seront surpris de l'allure que les professeurs vont utiliser pour finir le programme. Les devoirs vont s'amonceler. Donc si l'élève n'est pas à jour du point de vue de ses leçons, du point de vue des œuvres au programme, il aura du mal à suivre ce train-là. Donc que ces élèves arrêtent de se regrouper en jotaille entre guillemets, qu'ils apprennent les leçons, qu'ils conçoivent des créneaux d'apprentissage, qu'ils nous contactent sur WhatsApp, sur n'importe quelle plateforme d'interaction, on va naturellement répondre à leurs besoins du point de vue de la connaissance. Voilà le conseil que j'ai à donner aux élèves qui nous regardent.